Bonjour à tous et merci pour ceux qui sont déjà connectés. Merci d'aimer la vidéo et de la partager. Il faut absolument la partager au plus grand nombre afin que je puisse aller jusqu'au bout de ce direct politique. Je vous le dis parce que depuis maintenant les 2 dernières éditions, nous avons été victimes de plusieurs attaques de machines france-africaines. Car au moment où vous vous connectez pour suivre le direct, pour vous instruire, d'autres se connectent pour nous empêcher de vous livrer la vérité. C'est donc un combat que nous menons, à la fois politique, mais aussi médiatique et communicationnel. Certains s'emploient à systématiquement nous empêcher d'aller jusqu'au bout de notre exercice hebdomadaire. Donc, vous qui êtes en train de vous connecter, vous avez certainement 10 connaissances au moins sur Facebook. Partagez à ces différentes connaissances après avoir mis des cœurs à la vidéo, afin que je puisse avoir une qualité du réseau qui nous permettra d'avoir cet échange pendant les minutes que je vais consacrer à ce direct. Donc, partagez la vidéo. Partagez-la au plus grand nombre. Et ainsi, je pourrai vous livrer le message que j'ai prévu pour vous ce jeudi 2 juin 2022. Je suis, vous commencez à me connaître, Private Ngomo, alias le charismatique. K-R-S-M-T-K. J'ai demandé à la jeunesse gabonaise de m'appeler le charismatique, car c'est mon nom codique en politique. Je suis le responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement est une structure associative, politique et internationale. Nous y avons pour corpus idéologique le triptyque suivant: foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France-africain et fondamentalement néo-panafricaniste. Depuis maintenant 4 semaines, nous avons décidé de lancer cette série que nous avons dénommée Gabao 2023, en prélude à l'élection présidentielle qui se tiendra au Gabon en août 2023, conformément aux dispositions constitutionnelles. Nous avons donc souhaité instruire la jeunesse gabonaise pour qu'elle soit au courant des réalités politiques de son pays, afin qu'elle puisse, le jour opportun, prendre la bonne décision et faire de meilleurs choix que la jeunesse précédente qui n'était pas instruite sur ces questions fondamentales, qui était manipulée. Je veux dire à la jeunesse gabonaise qui m'écoute que si vous voulez qu'on vous parle en toute sincérité, sans mensonge et sans calcul, si vous voulez apprendre des choses politiques de votre pays que l'on a l'habitude de vous dissimuler, si vous voulez avoir et écouter un discours de vérité, un discours de justice, un discours de la marque africaine, vous êtes bien sur ce direct. Vous êtes bien sur cette plateforme New Power Official.
c'est exactement le lieu indiqué pour entendre ce message de vérité. Les hommes politiques classiques que vous connaissez, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, ont ce même discours de mensonge, de dissimulation et de manipulation. Discours avec lequel nous sommes, nous, au New Power, en rupture totale, car il ne correspond plus à vos besoins. Et d'ailleurs, les résultats sur le terrain ne correspondent pas à ce que vous êtes en droit d'attendre. Donc, suivez nos directs. Suivez la série Gabao 2023. Mieux, adhérez au New Power. Car c'est notre mouvement qui porte l'avenir, qui porte l'alternative, qui porte le changement au Gabon. Je le dis à la jeunesse gabonaise en toute sincérité. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous parler de la marche, de la manifestation. Pas celle qui a été interdite au Gabon. C'était le thème de la semaine dernière. Je vais plutôt vous parler de la marche qui a été organisée à Pretoria, en Afrique du Sud. Ça, ce sera le premier chapitre, le premier point de mon intervention. Le second, pourquoi les Sud-Africains demandent à la France de dégager, de quitter l'Afrique? Et pourquoi cette France s'entête à vouloir rester en Afrique? Pourquoi elle s'entête? Qui est convenu? Celui de dire que l'Afrique francophone est arriérée, elle est habitée par des gens qui ne sont pas civilisés, par des barbares, et que la France, dans sa grande mission civilisatrice, doit aider ses pauvres peuples arriérés, ses pauvres. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués déjà. Donc vous êtes 14, mettez des cœurs et partagez la vidéo. Nous avons été déjà attaqués. Lorsque l'on dit la vérité, il faut accepter d'être attaqué. Mais ceux qui veulent accéder à la vérité doivent protéger le messager véridique. Protéger cette vidéo en mettant des cœurs et en la partageant au plus grand nombre. Sinon, nous allons être interrompus et ce direct ne pourra pas aller jusqu'à son terme. J'en étais aux 2 points qui vont être abordés dans le cadre de cette communication politique. Le premier point, c'est la manifestation qui a eu lieu à Pretoria, devant l'ambassade de France. Et le second point, c'est pourquoi la France refuse de partir d'Afrique, malgré le discours qu'elle tient. Elle tient un discours où elle vient nous apporter la civilisation, elle vient nous apporter le développement. C'est le discours qu'elle tient. Donc nous sommes pauvres et qu'elle, elle est riche, qu'elle est généreuse et qu'elle apporte son soutien, qu'elle apporte son aide au peuple d'Afrique. Voilà le discours officiel de la France. Pourtant, lorsque des personnes, des autorités politiques qui l'ont invité, comme au Mali, décident désormais de leur demander de partir, que fait la France? Elle ne quitte pas le Mali. Elle va se réfugier au Niger. Pourquoi? Le Niger ne vous a jamais appelé, chers amis français. Ce sont les Maliens. Alors si les Maliens ne veulent plus de vous, mais rentrez chez vous. Et si vous aimez la guerre, si vous aimez les opérations militaires, mais partez donc en Ukraine. Vous y êtes les biens attendus. On vous y attend. Car nous doutons, permettez-nous, nous doutons de croire que vous aimez plus ces Africains noirs du Mali que vous n'aimez vos frères caucasiens aux yeux bleus d'Ukraine. Nous ne sommes plus dupes de ces mensonges et de cette duperie que nous dévoilons à la jeunesse gabonaise. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles la France refuse de quitter l'Afrique, la France refuse de quitter notre pays, le Gabon. Mais commençons d'abord par le premier chapitre. La manifestation anti-française qui s'est déroulée en Afrique du Sud et qui a eu pour initiateur le charismatique leader
sud-africain Julius Malema, qui est le président du mouvement EFF. EFF, traduit en français, veut dire combattant pour la liberté économique. C'est la gauche radicale sud-africaine. Julius Malema a décidé le 25 mai, journée internationale de l'Afrique, d'organiser une manifestation inédite qui n'a jamais eu lieu en Afrique du Sud ou dans un État anglophone. Il faut le relever. Quels étaient les objectifs de cette manifestation produite le 25 mai 2022? Mais c'est simple. La centaine de manifestants qui s'est dirigée au site de l'ambassade de France à Pretoria avait un message simple et clair. Les manifestations et Julius Malema demandaient purement et simplement le départ de la France, qui reste le dernier impérialisme néocolonial occidental en Afrique. On demande, comme nous les Gabonais, comme nous les Centrafricains, comme nous les Tchadiens, comme nous les Maliens, nous demandons, aux côtés de nos frères sud-africains, le départ de la France du continent africain. Quels étaient les slogans qu'on a pu voir, traduits en français? La France dehors. C'est relativement clair, non? Les richesses de la France se font sur le dos des Africains. Oui, j'en dirai un mot dans le second chapitre. Où on avait encore des slogans comme réparation de la France pour les crimes coloniaux qu'elle a perpétrés en Afrique. Voilà l'objectif de cette manifestation inédite en Afrique du Sud, où pour la première fois, la France a été épinglée. C'est d'ordinaire le combat des pays francophones. Mais là, nos frères anglophones d'Afrique du Sud nous rejoignent, ceux qui ont lutté contre l'apartheid et qui en sont venus à bout. Nous devons donc nous féliciter de cette initiative. On peut s'en féliciter parce qu'au moins en Afrique du Sud, ils ont eu l'autorisation de manifester. Cela traduit bien que c'est un État démocratique, souverain, où désormais le peuple peut s'exprimer dans la paix, naturellement, mais dans l'expression de ses convictions fortes. Vous pouvez donc faire la comparaison avec notre pays, le Gabon, où une simple marche pacifique a fait lever des boucliers de la part de l'ambassade de France, qui a intimé l'ordre au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, de ne pas accepter l'organisation de cette manifestation. Et comme je vous le dis souvent sur mes différents directs, vous avez pu voir le lien entre le marionnettiste et la marionnette. Ce fut l'objet du live dernier, du live de la semaine précédente. Donc vous pouvez aller le suivre pour ceux qui l'ont manqué. Nous voyons que si au Gabon nous sommes encore une dictature et qu'en Afrique du Sud on autorise une manifestation anti-française, nous voyons donc qu'il y a un long chemin encore à parcourir. Nous devons faire notre pays un État souverain, où le peuple peut s'exprimer librement dans la paix. Ce n'est pas encore le cas. Et la jeunesse a son mot à dire, car le Gabon que nous allons laisser sera le Gabon de la jeunesse, qui elle aussi le laissera un jour à la progéniture. Donc ce chemin que nous devons mener ensemble est un chemin long et difficile, mais chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Chacun doit se battre. Chacun doit se battre pour qu'un jour, notre pays, le Gabon, ressemble à l'Afrique du Sud. Des hommes sont tombés, des femmes aussi. Des hommes ont payé de leur liberté, comme Mandela, pendant près de 27 ans. Au final, les résultats sont là. L'Afrique du Sud, désormais, appartient aux Noirs d'Afrique du Sud. Peut-être pas encore sur le plan économique, mais cela va se faire. C'est un long processus. Mais surtout sur le plan politique, l'Afrique du Sud, désormais, est une nation qui appartient aux Africains. Et que les imposteurs occidentaux ont été écartés du pouvoir politique. Nous devons également écarter du pouvoir politique au Gabon
des France-Africains qui sont à la solde de la France. C'est le même combat. Sous des formes différentes, c'est le même combat. Et la jeunesse doit jouer sa partition. Et nous sommes là pour instruire cette jeunesse. Nous sommes là pour lui donner tous les éléments qui lui permettra d'avancer. Et je veux que cette jeunesse note déjà que nous avons le soutien d'un pays anglophone qui a décidé de manifester jusqu'à ce que la France quitte le territoire africain. Donc, Julius Malema ne va pas s'arrêter là. Il va continuer. Et nous pouvons espérer qu'un jour, d'autres pays anglophones vont rejoindre la lutte contre le néocolonialisme français. Mais il faut que nous, au niveau de l'Afrique francophone, nous nous battions corps et âme pour venir à bout de cette pieuvre qui a ses tentacules dans tout le sous-continent africain francophone. Alors, je vais terminer là. L'ambassadeur de France en Afrique du Sud, qui s'appelle Aurélien Le Chevalier, a été sommé de venir s'expliquer devant les manifestants réunis. On n'imagine pas qu'au Gabon, un ambassadeur, dans sa condescendance, dans son mépris et dans son dédain raciste, puisse venir un jour s'expliquer devant les manifestants gabonais. Non. On ne parle pas devant des bêtes, devant des animaux. Aux animaux et aux bêtes, c'est le fouet. Voilà l'état d'esprit de nos ambassadeurs dans les pays francophones, où ils sont là comme des grands maîtres, des proconsuls, qui dirigent d'ailleurs la nation où ils sont censés représenter la France. Donc, en Afrique du Sud, c'est tout autre chose. Son Excellence, l'ambassadeur de France, Aurélien Le Chevalier, s'est plié à cette injonction. Et il est venu devant une foule pour rappeler, dans un court discours, un court propos, que la France est un partenaire solide de l'Afrique du Sud et qu'elle respecte pleinement l'intégrité, la souveraineté et l'indépendance de toutes les nations africaines. Elle a même dit que la France est l'amie des nations africaines. Alors il faut maintenant savoir décrypter les discours diplomatiques, souvent teintés de mensonges, car ce discours que tient Aurélien Le Chevalier est un discours mensonger. Comment la France peut-elle prétendre qu'elle est l'amie des nations africaines lorsqu'elle a pratiqué l'esclavage et ne s'est jamais repentie de cela, lorsqu'elle a pratiqué la colonisation et lorsqu'elle continue de pratiquer le néocolonialisme? Comment peut-elle dire qu'elle est l'amie des nations qu'elle oppresse, qu'elle écrase, qu'elle humilie chaque jour? Elle n'est pas notre amie, elle est notre adversaire, ou pire, notre ennemi. Donc nous ne pouvons pas penser un seul instant que Aurélien Le Chevalier dit la vérité lorsqu'il parle d'amitié entre les nations africaines et la France. Non, il se trompe. Il se trompe totalement. Et il faut relever justement ce mensonge, ce discours mensonger. Il dit que la France est un partenaire. Ah bon? Partenaire? Même partenaire suppose déjà le respect entre les différentes parties. Une considération d'égalité. Avez-vous le sentiment que la France, avec les nations africaines, francophones, qu'elle a colonisées dans le passé, a une posture de partenaire, une posture de respect, une posture où elle considère que les nations africaines sont ses égales dans les échanges? Pas du tout. À entendre Aurélien Le Chevalier, on voit là la langue de bois. On voit là le discours mensonger. On voit là tout ce que l'Afrique ne veut plus entendre de la part des autorités diplomatiques de France en Afrique. Nous ne voulons plus entendre ce discours infantilisant où ces derniers, ceux qui s'expriment ainsi, pensent que nous ne sommes pas au courant, que nous ne sommes pas instruits, que nous ne sommes pas cultivés de la réalité des choses désormais. Alors, l'ambassadeur tient ce discours mensonger pour rassurer les Sud-Africains, pour rassurer les Africains.
Mais pourquoi, si la France était un partenaire, au même titre que le Japon ou bien la Chine, les Sud-Africains peuvent se lever pour demander que la France dégage? Il n'y a jamais eu de manifestation anti-japonaise demandant le départ des Japonais d'Afrique. Il n'y a jamais eu de manifestation anti-britannique demandant le départ des Britanniques d'Afrique. Sauf pendant les mouvements d'indépendance. Mais depuis la mise en place du Commonwealth, les Africains participent de façon délibérée et souveraine à cette institution mise en place par la couronne britannique. Mais pour ce qui est de la France, il faut reconnaître que là, il y a un souci. Alors, il faut qu'on essaye de comprendre les raisons qui ont motivé les Sud-Africains, qui pourtant sont bien loin du précaré français. Mais ils sont désormais pénétrés de cette conscience historique que tant que la zone d'Afrique francophone n'est pas libérée, il nous est impossible d'envisager un destin fédéral, continental de notre chère mère, l'Afrique. Aujourd'hui, les Sud-Africains l'ont compris à travers la personne de Julius Malema. Et pourquoi la France continue, persiste à vouloir rester en Afrique? Pourquoi? Les Français ont un territoire qui s'appelle la France, en Europe, à l'ouest de l'Asie. Ils ont un territoire, ils pourraient bien y vivre. Mais pourquoi s'obstinent-ils à vouloir systématiquement continuer à vivre en Afrique et à vivre en maître absolu, avec le mépris qu'ils ont à l'endroit des Africains? On l'a vu encore récemment, lors des dernières élections présidentielles, où, je le rappelle, les Français du Gabon, comme la plupart des Français d'Afrique, ont voté à 60% pour la droite ultralibérale et néo-ultralibérale de Emmanuel Macron, et aussi de la droite extrême, pour ne pas dire l'extrême droite, de Marine Le Pen. Nous avons chez nous des gens que nous hébergeons en fraternité, mais qui n'hésitent pas à voter pour des personnes, des régimes qui nous méprisent. Et on parle d'amitié. Alors, peut-être vous donner quelques informations sur la France, notamment sur son sous-sol. Et la France est un pays, du point de vue du sous-sol, qui est pauvre. Elle ne le dit peut-être pas assez, mais la France est un pays qui a un sous-sol pauvre. La France n'a que le charbon et la houille, et peut-être un tout petit peu d'or et de fer, déjà très exploité. Elle n'a rien d'autre. Elle n'a pas de pétrole. Et pourtant, une de ses plus grandes firmes, Total, est une société pétrolière. Où la France trouve-t-elle ce pétrole? Puisqu'elle n'a aucun puits sur sa terre. Elle trouve ce pétrole à l'étranger, et particulièrement en Afrique. La France n'a pas une seule mine d'uranium. Pas une seule. Et pourtant, 90% de l'électricité en France est produite par les réacteurs nucléaires qui permettent la fission nucléaire de l'atome d'uranium. Ce qui produit l'énergie qui est ensuite domestiquée et envoyée dans les différents foyers de France et les différentes entreprises. Et la France est aussi une puissance militaire nucléaire grâce à l'uranium, alors qu'elle n'a pas une seule mine d'uranium chez elle. Où prend-elle cet uranium? Où prend-elle cet uranium? Certainement pas dans l'Ardèche ou dans la Bretagne. Donc, il faut s'interroger sur les richesses que la France a. Elle n'a pas de manganèse, la France. Elle n'a pas de cobalt, la France. Elle n'a pas de lithium. La France n'a pas toutes ces matières premières dont son industrie a besoin pour assurer le standing de vie que les Français ont. Elle n'a pas toutes ces matières premières. Elle les trouve ailleurs. Et elle les prend d'autorité parce qu'elle s'est imposée par la force dans les différents endroits où gisent ces matières premières. Mais la France n'a pas toujours été conquérante. Il faut maintenant essayer de comprendre d'où part la France. Je ne serai pas long dans ce petit bréviaire historique.
juste 4 temps importants que je veux vous donner pour que vous compreniez un peu d'où vient la France. Nous allons commencer par le Moyen-Âge, la période qui va de 400 à environ 1500 après Jésus-Christ. La France sous le Moyen-Âge est une France féodale qui vit sous l'obscurantisme du dogmatisme chrétien catholique, où l'Inquisition tue les personnes jugées hérétiques et les scientifiques, malheureusement les penseurs, font souvent l'objet de bûchers, de pendaisons ou d'assassinats ou de chevaliers d'acier. La France féodale du Moyen-Âge est rongée par la famine, par la peste, le choléra, les guerres. La France moyenâgeuse est une nation sans envergure. Sans envergure. C'est une France pauvre qui n'égale ni le Portugal ni l'Espagne, qui, il faut le savoir, se sont partagés le monde lors du traité de Tordesillas en 1494. Donc si deux nations européennes, aujourd'hui, qui ne font plus le poids du tout, la couronne d'Espagne et celle du Portugal, se partagent le monde à la fin du XVe siècle, ça veut dire que la France n'était pas du tout une puissance européenne à cette époque-là. C'était une nation sans envergure. Mais que va-t-il se passer? Mais elle va donc décider, elle aussi, de partir à la conquête du monde. Et pendant la Renaissance, de 1450 à 1610, la France va essayer d'égaler le Portugal et l'Espagne. Elle va développer sa flotte maritime, elle va partir à la conquête des terres dans les 4 coins du globe. La France aura des possessions militaires en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, elle en aura dans la Polynésie française, comme on le dit, donc dans l'océan Pacifique. Elle aura également dans l'océan Indien, en Inde. Elle aura également en Afrique. Donc la France va s'étendre. Elle va quitter son petit bout territorial hexagonal pour prendre possession des autres terres qui ne lui appartiennent pas. Elle va pour cela tuer, massacrer et voler les richesses des terres qu'elle va conquérir. Et c'est ainsi que la France va construire sa grandeur, dans le sang, dans le massacre, dans le viol. Pas par le travail, mais par la prédation, l'exploitation, la spoliation et la domination des peuples. Elle ne s'arrête pas là. Elle va s'enrichir davantage avec le commerce triangulaire qui va durer du XVIe au XIXe siècle. Il va y avoir non seulement la France, mais les nations esclavagistes d'Europe qui vont s'enrichir de manière considérable. De manière considérable. En pratiquant l'esclavage et la traite négrière. Et c'est même là la véritable origine du capital. L'accumulation des biens grâce à la sueur et au sang des Noirs qui ont travaillé gratuitement pendant 3 siècles. Donc vous imaginez, vous faites travailler des personnes pendant 3 siècles gratuitement et ces personnes produisent des richesses qui vous servent. On comprend bien que la traite négrière, l'esclavage, a énormément enrichi la France. Les villes de Nantes, les villes de La Rochelle, les villes de Marseille, les villes de Saint-Malo, les villes de Rennes, mais ont été construites grâce à la traite négrière. Peut-on en être fier? L'Élysée et bien d'autres châteaux ont été construits parce que ces différentes personnalités pratiquaient la traite négrière, pratiquaient l'esclavage. Et c'est honteux. C'est honteux et indigne de venir s'enorgueillir d'avoir réalisé de grandes choses sur le sang, sur la sueur de peuples qui ont été martyrisés et qui ont été esclavagisés. Alors lorsque les Africains se battent pour leur dignité, lorsque les Haïtiens, à l'époque les habitants de Saint-Domingue, vont acquérir leur indépendance, sonnera le glas de la traite négrière. Et comme si ça ne suffisait pas, la France esclavagiste va se convertir en France colonialiste. Elle refuse de quitter l'Afrique. Elle refuse de quitter tous ces biens, tous ces avantages qu'elle tire de manière gratuite. Elle refuse. Ne pouvant plus pratiquer l'esclavage, eh bien, elle va maintenant exploiter les terres africaines
Elle va procéder d'abord par une conquête des vastes territoires africains, qui étaient à l'époque sous la tutelle des rois ou des empereurs. Elle va donc exproprier ces terres à ces différents rois. Elle va massacrer, quand cela est possible, toutes les personnes qui vont s'opposer. Et les massacres que la France a commis en Afrique sont légion. Nous pouvons vous citer le massacre du camp de Tiarol au Sénégal. Des tirailleurs sénégalais qui sont partis se battre pour délivrer la France des griffes hitlériennes. Et en récompense, on les massacre parce qu'ils exigeaient une pension à la mesure des anciens combattants, comme ceux de France. Une centaine a été assassinée par les Français. C'est pas tout. Au Cameroun, ce sont les révolutionnaires, car le terme de rebelle et maquisard est inapproprié. Ce sont les révolutionnaires patriotes qui ont exigé l'indépendance. La France n'en a pas voulu et elle les a massacrés. Nous pensons au peuple bamileke et au peuple bassa. C'est pas tout. Au Congo-Wara, Centrafrique, la France a massacré les populations qui sont battues de 1928 à 1931 contre l'occupation de leurs terres, contre les conquêtes colonialistes françaises. C'est pas tout. La France a massacré en Madagascar lorsqu'il y a eu une révolte, une rébellion. Des personnes qui ne voulaient plus travailler sous l'égide du colon. C'est pas tout. Au Gabon, la France a massacré les Kwélé, le peuple Kwélé, qui s'est opposé à l'expropriation de ces terres. La liste est longue. Dans chaque pays francophone où la France a mis les pieds par la volonté militaire, par la guerre, elle a procédé au massacre. Et elle n'a jamais eu à rendre des comptes. Pourtant, les familles qui ont été endeuillées ont leurs descendants aujourd'hui. Et ces familles méritent d'avoir la justice du peuple, la justice de l'histoire. Oui, la France un jour devra répondre de tous les actes qu'elle a posés et qu'elle a associés à sa grandeur. Nous n'y voyons là que cruauté et déshumanité, pour ne pas dire inhumanité. Donc, par la colonisation, la France a exploité les richesses des terres africaines. Elle a exploité les matières premières. Elle a imposé l'impôt. Elle a imposé les travaux forcés. Elle a procédé à des vols des biens que nous avions, qu'ils jugent les œuvres d'art, qui sont pour nous des biens cultuels, des biens culturels, des biens ritueliques. Elle a procédé parfois au viol des femmes, dont chaque colon pouvait disposer à sa guise. Voilà ce que la France a fait pendant la colonisation. Et lorsque nous nous sommes battus contre l'armée d'Hitler pour sauver les Français, ce qu'on a appelé à tort les tirailleurs sénégalais, qui étaient en réalité les soldats africains partis au combat pour délivrer l'Europe de la puissance du Troisième Reich, quand on a gagné cette guerre et qu'on nous avait promis en retour la liberté, eh bien, des libertés, il n'y en a pas eu. De Gaulle, qui avait fui la France, qui était venu chercher refuge en Afrique et qui avait promis la liberté, s'est déjugé. Il a décidé de maintenir l'Afrique sous la forme que nous connaissons encore aujourd'hui, qui est celle de la néocolonie. Les pays africains sont passés de stade de colonie à stade de néocolonie, tout simplement. Et la France a continué à se comporter en Afrique comme elle le faisait pendant la colonisation. Elle a simplement aménagé les formes, les rendant plus humaines, plus acceptables. Mais quant au fond, c'est elle qui continue, avec des instruments de domination, de diriger les différents États francophones africains, grâce à la présence militaire qui impose le respect et qui peut assassiner, tuer, déstabiliser un gouvernement rebelle, grâce au franc CFA, qui lui permet de tenir nos économies en laisse et donc sous-développées, grâce à la dette qui nous rend totalement dépendants vis-à-vis de la France,
grâce au soutien qu'elle apporte aux dictatures franco-africaines qui vont perpétuer l'état de domination que la France exerce sur nous à travers ses valeurs, grâce aussi à la francophonie, qui est le soft power et qui nous fait croire que la France est un partenaire, que la France est une amie et qu'elle souhaite nous aider, et qu'elle souhaite nous aider dans notre quête du développement. Vous comprenez donc que ces différentes étapes que je viens de vous présenter très brièvement, qui mettent la relation France-Afrique en exergue, sont des étapes où la France a toujours été le bourreau, a toujours été la personne qui a profité de cette, appelons-le, de cette relation incestueuse. Et si vous faites le compte, vous en avez à peu près pour 472 ans que la France est en Afrique, que la France jouit des richesses africaines, que la France abuse de nos matières premières et nous traite avec mépris et dédain. Et ne vous fiez pas aux formes de politesse parfois qu'ils peuvent avoir. Ça participe de leur hypocrisie, de leur duplicité. Dans la réalité, ils n'ont pas vraiment de considération pour nous. Ils ont besoin d'assurer leur standing de grande puissance. Oui, une grande puissance, c'est une nation qui s'exprime pour la planète. C'est une grande nation industrielle, mais une industrie qui s'appuie sur les matières premières, qui ne lui appartiennent pourtant pas. Elle les a gratuitement dans les pays africains francophones. Une grande nation est une nation dont la population doit avoir un niveau de vie très élevé. Mais au prix de quoi? Au prix d'une exploitation des richesses africaines, au prix d'une spoliation des populations d'Afrique. Une grande nation, comme le veut la France, est une nation qui a une influence diplomatique importante, notamment sur son précaré africain. Et nous savons tous aujourd'hui que la France est ce qu'on appelle le pen holder, celui qui tient le stylo pour les résolutions au Conseil de sécurité. Aucun pays africain ne peut prendre une résolution. C'est la France qui le prend pour la nation africaine en question. Une résolution sur le Centrafrique, c'est la France. Sur le Mali, c'est la France. Sur le Gabon, c'est la France. Mais si nous sommes des États souverains, on devrait pouvoir prendre des résolutions, nous aussi. La France a besoin de se sentir une grande puissance. Mais elle n'a pas la taille qu'il faut. Pour avoir la taille d'égaler ou d'égaliser la Russie, la Chine ou les États-Unis, elle a besoin de monter sur un piédestal. Ce piédestal a 3 marches. La première marche, ce sont les départements d'outre-mer. La deuxième marche, ce sont les territoires d'outre-mer. Et la troisième marche, c'est le précaré africain francophone. Vous enlevez à la France ces 3 marches. Elle redevient un État continental hexagonal, purement et simplement. Et elle reprend la position qui est véritablement la sienne, c'est-à-dire une puissance moyenne, pour ne pas dire une nation sans envergure. Aujourd'hui, le Portugal et l'Espagne, qui s'étaient partagé le monde au traité de Tordesillas, comme je l'ai dit au début de ce propos. Quel poids ont-ils aujourd'hui sur la scène politique? Que peut dire le Portugal qui sera écouté par le monde entier? Rien du tout. Que peut dire l'Espagne? Rien du tout. Pourquoi? Parce que le Portugal a perdu toutes ses colonies et l'Espagne aussi. Des nations qui sont partagées, le monde tout entier, aujourd'hui ne représentent plus rien du tout. Et c'est le sort qui attend la France lorsqu'elle va perdre son piédestal. Lorsqu'elle perdra les 3 marches de son piédestal. C'est le sort qui atteint la France. Et vous voyez bien qu'elle n'a pas l'intention de se retrouver au même niveau que l'Espagne, le Portugal, l'Albanie ou la Bulgarie. Elle qui a été habituée à ce prestige, habituée à cette vie de grandeur, comment va-t-elle accepter de ne plus peser sur l'échiquier international? Elle ne peut pas l'accepter. La France refuse cette perte d'influence. Elle refuse cette chute pourtant inéluctable. Cela explique pourquoi elle ne peut pas quitter
L'Afrique, elle a trop à gagner. Son statut de grande puissance, elle le doit non seulement à l'Afrique qu'elle occupe encore, mais aux différents territoires d'outre-mer qui font d'elle la première grande puissance maritime du monde, à cause de son espace territorial qui se retrouve dans l'ensemble de la planète. Mais le territoire de la France, c'est l'hexagonal, conformément à la réalité du Moyen-Âge, avant que la France ne parte à la conquête des terres, où elle a dû massacrer les populations pour exploiter les richesses de ces terres conquises. Un jour, la France redeviendra hexagonale et elle sera au même niveau que le Portugal, que l'Espagne, que les autres grandes nations occidentales qui avaient conquis le monde. Elle sera un jour à ce niveau-là. Et ça dépend que de nous, de notre détermination à affirmer notre souveraineté, notre volonté inébranlable de la faire partir de chez nous, du moins de rompre avec les rapports actuels pour en bâtir d'autres qui soient plus respectueux des droits de l'homme et plus respectables des bénéfices que chaque partie doit tirer dans un contrat, dans un accord de coopération. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles la France refuse de partir de l'Afrique. Lorsqu'elle n'aura plus son piédestal, elle redeviendra une nation européenne moyenne. Elle n'égalera plus ce qu'elle a été dans le passé. Plus jamais. Et pour qu'elle descende, nous devons monter. C'est un principe des vases communicants. Tant que nous sommes couchés, tant que nous sommes à plat, la France est grande. Mais quand nous nous relevons, la France s'abaisse. Et nous sommes en train de dire à la jeunesse qu'elle doit se relever. Elle doit prendre son destin en main. Elle doit être la personne qui décide de l'avenir de son pays, en toute souveraineté. Et cela est possible. Cela s'est fait dans les pays anglophones. Et nous avons vu le cas de l'Afrique du Sud. Cela va se faire dans les pays francophones. Et vous avez déjà le cas du Mali et le cas du Centrafrique. Donc ce n'est pas impossible. La France n'est pas invincible. Combattons-la. Et vous verrez que nous allons vaincre. Car les conditions aujourd'hui géostratégiques du monde donnent une opportunité incroyable à l'Afrique pour se repositionner et acquérir définitivement son autonomie, sa détermination, son autodétermination, sa souveraineté, son indépendance. Mais pour cela, il faut que la jeunesse le comprenne, qu'elle n'ait plus peur et qu'elle se batte pour son avenir. Je demande donc à cette jeunesse, à qui je viens de livrer ce message, je lui demande de me suivre. Non seulement de m'écouter, et j'apprécie que vous me suiviez, mais également de me suivre dans l'action. Il est un temps pour la parole, il est un temps pour la sensibilisation, et il est un temps pour l'action. Et quand on mène un combat, on a besoin d'une armée. Et une armée, elle est faite de soldats. Comment je peux distinguer au Gabon les soldats anti-france-africains, les soldats souverainistes, les jeunes qui sont prêts à se battre pour leur pays? Comment je fais pour le distinguer? Eh bien, tressez-vous les cheveux. Comme le charismatique. Voyez-vous? Tressez-vous les cheveux. Chaque jeune qui aura les cheveux tressés comme moi, je n'ai pas besoin d'histoire avec lui. Dans ma voiture en passant ou dans le taxi, je reconnais un soldat qui a les cheveux tressés, comme le charismatique. C'est simple à faire. Une petite sœur à vous qui s'est tressée, ou une grande sœur, ou une cousine, elle vous tresse. Et vous marquez là votre identité de combattant. Et nous serons tous un jour tressés dans la rue à exiger le retrait des bases militaires en Afrique, le retrait du 6e BIMA au Gabon. Et si nous sommes nombreux, cette requête que nous allons formuler, elle finira par être prise en considération. Mais il nous faut d'abord avoir un nombre critique et suffisamment important de soldats. Et le casque
de ces soldats, c'est cette chevelure tressée que vous voyez là, qui ne vous coûte rien. Juste une volonté d'appartenir à cette armée anti-France africaine et souverainiste que nous devons lever contre la France-Afrique, qui est notre principal ennemi, qui est prête à nous tuer pour nous empêcher d'avancer. Rejoignez le charismatique, adhérez au New Power et tressez-vous les cheveux. C'est une supplique. Tressez-vous les cheveux et vous allez voir l'effet que ça va produire quand ils verront de plus en plus de jeunes Gabonais ayant les cheveux tressés ainsi. Ils comprendront que le message passe. Et ils ne pourront pas faire semblant de ne pas voir. Ils verront et ils finiront par comprendre. Comme dit un certain KS. Alors, je vais terminer en vous faisant une grande annonce. Ce dimanche, le New Power organise une grande conférence à partir de 13 h dans un lieu qui vous sera donné plus tard. Une grande conférence qui portera sur l'avenir de notre pays, le Gabon, à l'orée de la prochaine présidentielle d'août 2023. Je reprends. Je m'adresse là aux New Power Men et aux New Power Women qui nous suivent et à tous nos sympathisants. Je ne m'adresse pas aux France-Africains qui sont nos adversaires et qui vont certainement envoyer des espions comme ils savent le faire. Je m'adresse aux jeunes Gabonais qui veulent voir leur pays changer. Je leur dis que ce dimanche à 13 h, dans un lieu que je vais communiquer plus tard, le New Power va organiser une grande conférence à laquelle la presse est invitée, où il sera question de l'avenir du Gabon à l'orée de l'élection présidentielle 2023. La jeunesse qui est instruite à travers cette série Gabao 2023 est invitée, car c'est elle qui est concernée au premier chef. Voilà le message que je tenais à livrer à la jeunesse gabonaise aujourd'hui. Tressez-vous les cheveux, comme le charismatique. Devenez un soldat de l'armée souverainiste et anti-France-africaine du Gabon. Rejoignez le combat néo-panafricaniste à côté des Tchadiens qui demandent le départ des bases militaires, à côté des Centrafricains qui sont en train d'avoir leur propre monnaie numérique, à côté des Maliens qui sont en train d'avoir un nouveau partenaire avec lequel ils espèrent pouvoir développer des rapports économiques fructueux. En tout cas, mieux que ce que le Mali a connu avec la France pendant ces 50 dernières années. Nous allons nous retrouver jeudi prochain sur une autre thématique. Aujourd'hui, j'ai souhaité que vous compreniez pourquoi la France refuse de partir d'Afrique. Elle a trop à perdre. Il faudra bien qu'elle perde pour que nous gagnions, car c'est notre territoire, ce sont nos matières premières, ce sont nos richesses. Et charbonnier et maître chez soi. Charbonnier et maître chez soi. La France est maître chez elle. Pays pauvre en sous-sol, pays pauvre en minerais, pays pauvre en matières premières. Elle a le pétrole. Non, elle n'a pas le pétrole. Elle dit qu'elle a les idées, mais qu'elle n'a pas le pétrole. Eh bien, il y a des pays qui ont le pétrole et qui ont des idées. Et je prétends au Gabon que nous avons le pétrole et les idées. Et pas que le pétrole, l'uranium, le manganèse, le cobalt, le coltan, la bauxite, le fer, l'or, les terres rares. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Et pourtant, on est pauvre. Car cette richesse, c'est la France qui la puise. Pendant que nous nous divisons dans des guerres tribales ethniques stupides. Non, nous devons nous unir et affronter la France-Afrique. C'est le seul combat qui vaille. Et pour cela, j'en appelle à la jeunesse gabonaise. Qu'elle se tresse ses cheveux et qu'elle vienne renforcer l'armée souverainiste et anti-France-africaine que le New Power est en train de construire. Voilà le message d'aujourd'hui. OTEP, à tous les frères et sœurs du Gabon qui ont suivi ce live. OTEP, à tous les frères et sœurs d'Afrique qui ont suivi ce live. OTEP, à tous les frères et sœurs en humanité dans le monde qui ont suivi ce live. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain.
Et n'oubliez pas que dimanche, nous avons un grand rendez-vous, une conférence importante à 13 h. Soyez présents. Je reviendrai sur ce sujet bientôt. Allez, ciao, à dimanche.